Ahlan. Alors j'ai eu l'idée de vous parler des différents pays du monde arabe à travers leur littérature. Parce que je trouve que rien de mieux que pour appréhender un pays que de pouvoir le lire en fait, faire parler ses personnages, faire parler son peuple et son histoire. Et c'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de commencer par l'Algérie. Donc l'Algérie c'est un des pays en termes de littérature arabe que je connais le mieux. J'en possède un plus grand nombre d'ouvrages et avec ce confinement c'était plus facile de commencer par ce pays-là. Alors on va commencer tout de suite par rembobiner un peu le temps, donc revenir il y a un peu plus d'une centaine d'années, à l'époque où l'Algérie en fait était une dépendance de l'Empire ottoman et était dirigée par le Dey Hussein. À cette époque, la France était endettée vis-à-vis de l'Algérie et lui devait une certaine somme que Napoléon ne pouvait pas rembourser. La situation économique de la France faisait qu'il n'était pas en mesure de rembourser l'intégralité de ses dettes. Napoléon va envoyer son consul, donc Monsieur de Val, en Algérie rencontrer le Dey d'Alger pour essayer de temporiser un petit peu, du coup, de retarder les échéances des dettes. Sauf que le Dey Hussein va exiger que la France s'engage à rembourser ses dettes, ce que Monsieur de Val va refuser de faire. Donc, le Dey Hussein va prendre une sorte d'éventail et va éventer deux ou trois fois en fait le consul français qui va, semble-t-il, en faire un incident diplomatique qui va déclencher la colonisation algérienne. Donc autant vous dire que ce n'était qu'un prétexte pour pouvoir coloniser l'Algérie. Napoléon attendait n'importe quel motif pour pouvoir le faire, donc il va prendre celui-ci. À cette époque, la lutte contre la colonisation va se faire mener par l'émir Abdelkader, donc en fait qui va réunir toutes les différentes tribus d'Algérie pour lutter contre l'invasion française. Et son histoire est bien racontée, en fait on prend connaissance du personnage à travers un livre de Martine Lecoz qui s'intitule Le Jardin d'Orient et qui traite du caractère du personnage. C'était un grand humaniste, il aimait l'être humain, quel que soit son camp, et même en période de guerre. Donc le personnage est complètement fascinant. Donc pendant plusieurs années, il va lutter contre l'invasion française et il va se finir par se faire trahir par la France et se faire lâcher par le roi du Maroc. Et donc il va être capturé et être captif pendant plusieurs années, retenu au château d'Amboise en France. Son histoire est passionnante, véritablement. On sent que c'est vraiment un grand homme, un fin stratège avec de grandes valeurs. Et lire son histoire, c'est assez inspirant. Donc je vous conseille vivement cet ouvrage, du coup, qui a été rédigé par Martine Lecoz. Vraiment, allez-y, foncez. Donc on enchaîne, donc la France va coloniser l'Algérie pendant un peu plus de 130 ans. Arriver en Algérie et pratiquer, ils vont avoir des pratiques pendant la colonisation algérienne qui vont être atroces, qui vont littéralement déshumaniser les Algériens, déshumaniser les êtres humains qui vivaient en Algérie. Et c'est tout le sujet traité par Karima Al-Ghazali dans Le trauma colonial. Donc Karima Al-Ghazali, c'est une auteure et psychanalyste qui va rédiger un ouvrage sur les effets, sur les traumatismes de la colonisation, sur la psychologie, sur le psyché des Algériens. Elle va expliquer, retracer, sans entrer dans la victimologie, ce qui s'est passé en Algérie, ce qui a été pratiqué, comment est-ce que les Algériens vont avoir été déshumanisés. Vous lisez cet ouvrage, moi j'en ai pleuré, c'est à couper le souffle tellement c'est prenant, et on se dit mais comment est-ce qu'ils ont pu à cette époque tolérer ça? C'est inacceptable, c'est inadmissible et inentendable. Si vous avez l'occasion de le lire, et en plus c'est écrit d'une manière, mais c'est divin, c'est-à-dire qu'elle va faire parler l'histoire, la littérature et la science, et qu'elle va créer une sorte de loupe pour retracer en fait les faits qui se sont passés il y a une centaine d'années là-bas. C'est absolument fascinant. Et elle a une plume de romancière. Pour vous dire, je l'ai rencontrée parce qu'à la suite de cet ouvrage, j'ai vraiment insisté pour rencontrer cette grande dame. Donc j'en ai fait une interview, et ma copine de Salamitude m'a accompagnée. Manu, si tu passes par là, des bisous. L'interview est aussi poignante que l'ouvrage parce que c'est quelqu'un de brillant et elle sait littéralement de quoi elle parle. C'est passionnant et ça vous
Enfin, ça m'avait personnellement beaucoup ému. Donc si vous avez l'occasion de lire ce livre, l'interview va bientôt arriver, restez connectés. Mais ce livre-là, oh mon Dieu, je pense que vous avez déjà lu Frantz Fanon et ses damnés de la Terre. C'est une sorte de continuité à cet ouvrage de Fanon qui traitait des effets psychologiques de la colonisation en Algérie. Et entre ces deux ouvrages, il y a une sorte de gap. Il n'y a rien, il n'y a aucune étude qui a été faite sur le sujet. Donc c'est vraiment un des rares ouvrages qui traite du sujet magnifiquement bien. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer très rapidement. Donc vous avez la colonisation qui se fait en Algérie, les Français qui s'approprient cette terre comme si elle était la leur. Et puis il va y avoir ce point de rupture, une sorte, voilà, un point de rupture en 1945, juste après la Seconde Guerre mondiale, où les Algériens vont commencer à croire que la libération française pourra être la leur aussi. Quoi en eux, ils vont se dire, nous aussi on pourrait être libres. Et durant ces manifestations de mai 1945, ils vont sortir un drapeau de l'Algérie et ils vont se faire massacrer, littéralement, par l'armée française. Et on va atteindre ce point de non-retour entre l'Algérie et la France. Et l'Algérie va commencer à se structurer, à s'équiper pour elle aussi se battre pour sa libération. Et ce point de rupture, en fait, est extrêmement bien décrypté dans un ouvrage de poésie, de poésie algérienne, qui s'appelle Quand la nuit se brise, qui est absolument magnifique. Donc on fait parler des auteurs, on fait parler des comptines populaires, on fait parler... c'est très très beau, je vais vous en lire une partie, c'est parfois délicat, parfois très violent, en tout cas, c'est très très beau. Je ne sais plus aimer qu'avec la rage au cœur, c'est ma manière d'avoir du cœur à revendre, c'est ma manière d'avoir raison des douleurs, c'est ma manière de faire flamber des cendres. Si vous aimez la poésie comme moi et que vous vous intéressez à cette période de l'histoire, franchement, allez-y, foncez. Moi, je l'ai eu à l'Institut du Mal à la librairie de l'Institut du Monde Arabe, mais je pense que vous pouvez le trouver dans n'importe quelle librairie ou sur Internet. À lire, vraiment. Vous allez aussi pouvoir lire tous les auteurs tous les auteurs arabes d'expression française qui vont utiliser la langue française en fait comme arme pour saisir l'histoire contre la France. Donc vous allez avoir Kateb Yassine, Mohamed Dib, Meissa B, énormément d'auteurs d'expression française, Assia Djebar également. Et vous avez ce fameux ouvrage de Kateb Yassine qui s'intitule Nejma, que personnellement, je le dis, je n'ai pas forcément aimé parce que je trouve le style beaucoup trop lourd et puis la trame de l'histoire est saccadée, du coup on en perd le fil. Mais la symbolique en tout cas de cet ouvrage est très belle, à savoir que Nejma, cette jeune femme Nejma dont on va parler pendant tout l'ouvrage, n'est autre qu'une personnification de l'Algérie. Donc Nejma va naître d'un père inconnu, d'un viol littéralement, d'une mère berbère et d'un père inconnu mais qu'on soupçonne d'être français, et donc 4 jeunes hommes vont cesser de se disputer l'amour en fait. Et ça représente rien d'autre que l'Algérie en elle-même. La plume de Kateb Yassine est très très belle, parfois très extrêmement poétique, c'est juste qu'on a du mal à suivre le fil de l'histoire. Mais ça reste une recommandation en termes de littérature algérienne, c'est un ouvrage qui est extrêmement, extrêmement connu. Ensuite, pour parler de cette guerre d'Algérie du coup qui se met en place, qui se construit, je voulais parler d'un point de vue qu'on a trop peu entendu, c'est celui des femmes algériennes qui ont fait la guerre. Donc, et je le fais à travers cette BD qui a été réalisée par Merali et Deloupi, donc, qui met en scène, c'est une sorte de roman graphique plutôt, qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui se renseigne sur son histoire, sur son pays, qui va aller en Algérie chercher des traces d'une mémoire qui s'est distillée avec le temps. Cette BD est magnifique, elle se lit, moi je l'ai lu en 1 heure, mais c'est sublime, l'histoire est très très touchante, il y a des passages qui sont assez difficiles en tout cas à lire, je vous le recommande vraiment, en tout cas même si vous voulez raconter cette histoire à des enfants en tout cas, ou des jeunes, des adolescents, utilisez vraiment cette BD là, et le point de vue des femmes qui est toujours assez tendre. On entend parler de la guerre d'Algérie, mais souvent par les hommes. La guerre est souvent un sujet d'hommes. Et là, faire parler les femmes, je trouve que c'est une idée de génie. Je voulais également parler d'un autre point de vue aussi, celui des appelés français pour faire la guerre d'Algérie. La revue Historia a réalisé du coup un exemplaire, en tout cas un numéro dédié à ces appelés-là.
Donc elle va analyser les lettres, les correspondances adressées de ces appelés à ces familles françaises et qui retracent ce qui se passe en Algérie. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va parler de manière, c'est très objectif, de toutes les cruautés, les atrocités qui se sont passées en Algérie. Les soldats vont être très francs, ce sont des correspondances qui sont intimes, donc ils n'avaient pas de raison de ne pas être honnêtes, en tout cas avec leur famille. Et il y avait aussi beaucoup de soldats français qui étaient contre cette guerre en Algérie et qui vont en ressortir mais complètement brisés. En tout cas, ce numéro qui est le numéro 856 est absolument fabuleux. Si vous avez l'occasion de vous le procurer, il est disponible en version numérique sur le site. Allez-y, foncez, donc c'est le numéro 856. Et ça permet encore une fois d'avoir un point de vue différent. Donc on va avoir la guerre vue par les hommes, par les Algériennes et maintenant par les appelés. Et on va avoir un point de vue beaucoup plus, une peinture beaucoup plus nuancée que ce que ça ne pourrait être. Je voulais évoquer aussi l'ouvrage de Mathieu Rigouste, Un seul héros, le peuple, qui traite de la contre-insurrection française mise en place en Algérie pendant les émeutes de décembre 1960. En 1960, l'armée algérienne est complètement, quasiment disloquée. On a l'impression que la guerre est perdue, en tout cas l'espoir commence à s'évaporer, et c'est le peuple, ce sont les miséreux, les campagnards qui vont monter à Alger et qui vont se battre pour leur liberté, et ils n'ont plus rien à perdre et ils vont se battre pour ce en quoi ils croient. Mathieu Rigouste traite de cette période-là. Comment est-ce que l'armée française va mettre en place une méthodologie de contre-insurrection pour faire taire ce peuple qui se bat pour ses droits. Cette méthodologie de contre-insurrection qui est encore utilisée pour maintenir les peuples en période de révolution en France, notamment en banlieue. Donc ça résonne un peu avec l'actualité. C'est un ouvrage qui est extrêmement intéressant. Si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, foncez. En tout cas, j'en ai fait une interview encore avec ma copine de Salamitude, décidément je ne parle que de toi, sur le blog, donc une partie sur mon blog, une partie sur celle de Salamitude. L'interview de l'auteur qui est extrêmement intéressant. Le sujet est fascinant. Une fois que l'Algérie va acquérir son indépendance, elle va essayer de se construire, donc de se reconstruire un gouvernement. Et il y a un documentaire qui traite très bien de ça, qui s'appelle Alger, la Mecque des révolutionnaires. Donc c'est un documentaire Arte, il me semble. En tout cas, il est disponible sur YouTube. Donc Alger, capitale de la révolution, la Mecque de la révolution. C'est un documentaire qui est exceptionnel, qui retrace de comment est-ce que l'Algérie finalement va se construire en cette période post-coloniale, va essayer de se fabriquer un gouvernement. Allez-y, foncez, regardez-le. Il y a un ouvrage aussi, en tout cas, si ça vous intéresse, qui s'appelle Alger, capitale de la Révolution et qui traite des mêmes sujets. Donc c'est un livre de Hélène Moktefi. Pour parler de la période, en tout cas, post-coloniale et aborder le sujet de la décennie noire en Algérie, vous avez le quatuor algérien qui a été écrit par Yasmina Khadra, donc les enquêtes du commissaire Loeb, qui est en fait, Yasmina Khadra, j'en avais fait une vidéo, mais il travaillait en tout cas pour l'armée algérienne, et il va romancer en tout cas des choses, des faits qu'il aurait vécu pendant cette période où il était en tout cas encore impliqué dans l'armée, et il va essayer de dénoncer certaines choses, donc les manipulations politiques et la manière dont est-ce que l'armée finalement va voler complètement le peuple et diriger le peuple. Si vous avez l'occasion de lire ces ouvrages, donc le Quatuor algérien de Yasmina Khadra pour la période post-révolution et la décennie noire, allez-y, vraiment c'est fascinant, c'est passionnant. Avec la plume de romancier de Khadra, vous ne pouvez pas, je vous assure que vous ne pouvez pas vous plonger dans un meilleur roman sur le sujet. Est-ce que j'ai fait le tour? Je pense qu'il va me manquer une période donc, qui est celle des récentes révolutions en Algérie. Karima Lazali a écrit plutôt sur... dans des revues de presse concernant cette période-là. Il n'y a pas véritablement d'ouvrage encore. Si j'en ai, je vous les mettrai dans la barre d'infos. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt, je pense, avec un nouveau pays du monde arabe, avec des nouveaux ouvrages concernant le monde arabe. Plein de bisous.